Aujourd'hui, jeudi de l'Ascension, 21 mai 2020, et démarrage également de l'onde enchantée du voyageur du ciel, explorer l'espace de l'éveil. Et aujourd'hui serait le premier jour où démarrent les rencontres chamaniques de Fonroc, qui donc n'ont pas lieu cette année, les rencontres de printemps. Donc j'ai envie de faire cette vidéo pour faire à ma manière, en vidéo, une mini cérémonie d'ouverture. Jeudi de l'Ascension, ascensionnons, continuons l'ascension tous ensemble. Et rappelons-nous la grande alliance avec le vivant. Retrouvons la mémoire. Rappelons-nous que ce corps, c'est l'invitation de cette onde enchantée. Nous pouvons explorer nos mondes intérieurs parce que c'est une bibliothèque illimitée qui détient la mémoire de ce que nous sommes, qui détient la mémoire de notre magie naturelle. Pour illustrer l'immense magie de ce monde, non seulement auquel nous appartenons, mais avec lequel nous sommes en symbiose, si nous cultivons cette symbiose, si nous l'avons en conscience, si nous cessons de nous couper de la nature du vivant avec toute cette technologie et ce lavage de cerveau collectif et gigantesque. Donc l'invitation de cette onde, retrouver la mémoire, explorer l'espace de l'éveil. Et en hommage aux rencontres chamaniques de Fonroc, je vous raconte une anecdote que j'ai vécue il y a 2 ans sur une plage mexicaine. C'était le dernier jour où j'étais là, sur cette plage, avec un ami. Et les autres jours, on marchait pour aller un peu plus loin sur les plages désertes, mais le dernier jour, on allait reprendre le bus, on a tous nos sacs, et donc on décide de se baigner là où il y a tout le monde, les familles, les enfants, les touristes. Et voilà, je pars me baigner pendant que mon ami est sur la plage et surveille les sacs, et puis je nage, et puis je nage, et puis je nage, et à un moment, je me dis, ok, c'est bon, j'ai assez nagé, je peux repartir. Et en fait, au moment où je pense ça, mon corps fait l'inverse. Il se retourne et je me mets à nager une brasse vers le large, vers l'horizon. Et donc juste, je me dis, ok, ma tête, elle a pensé que c'était la fin de la baignade. Manifestement, mon corps, il a envie d'autre chose. Ok, on écoute le corps. Et donc, je fais une grande brasse et là, je vois arriver une immense vague. Et donc, au moment où la vague, elle est immense, waouh, je suis soulevée et je me retourne. Et là, ça devient vraiment une vague énorme et je vois les gens sont surpris. C'est tout à coup une énorme vague alors que l'eau était assez tranquille jusque-là. Et là, il y a tout le monde qui fait « Ah !» comme ça et qui commence à reculer. Et cette énorme vague qui se... Donc ça crie, ça oh, comme ça et ça recule. Ok, mais elle est vraiment grosse cette vague. Et puis en fait, je me retourne. Pareil, c'est pas ma tête qui décide, c'est mon corps. Hop, je me retourne. Et à nouveau une grande brasse vers l'horizon. Et je nage, et je nage, et je nage. Et arrive une deuxième vague, encore plus haute que la première. Et vraiment, mais très haute. Donc je me retourne, et je me retrouve comme en haut d'un étage de 2. Et là, il y a tout le monde s'écarte. Il y a un surveillant baignade avec son sifflet qui siffle. Tout le monde crie, se recule. Et la vague, elle est énorme. Elle s'écrase. Mais moi, je suis en suspension. Enfin, je me fais soulever. Et puis elle s'écrase, mais je reste là. Et une troisième fois, je me retourne et je continue à nouveau à nager vers l'horizon. Et là, j'entends le sifflet. Ça siffle super fort. Et je sens bien que c'est bon. Je suis la seule dans l'eau. Hein. Tout le monde est parti. Tout le monde est sur le sable à 10 mètres ou 20 mètres de l'eau. Et en fait, et en télépathie, j'envoie, je dis, je sais. T'inquiète pas, je t'entends, mais t'inquiète pas. Et à nouveau, je lave. Et là, la troisième vague, mais c'est vraiment immense, hein, c'est 5 mètres de haut le truc. Hein. Et hop, je suis soulevée. Et au moment où je suis soulevée,
Je pars avec la vague et là je nage donc vers la plage cette fois-ci. Je nage, je me retrouve, le souvenir c'est ça, c'est comme si je suis en haut c'est ça, d'un étage, d'un immeuble de 2 étages quoi. Ouais, facile, et je suis soulevée et hop, ça descend. Et en fait, c'est un dessin animé, c'est un manga. Je vis un manga ce jour-là, mon corps vit un manga. Et je redescends et c'est une vague, c'est un rouleau géant quoi, c'est un truc... et tout à coup on est à Hawaï, alors c'était hyper tranquille jusqu'à présent. Et en fait la vague elle s'écrase et en fait je nage et je descends et je me retrouve marcher sur la plage. Je casse pas, je roule pas, je rien du tout. C'est comme si la sensation physique, c'est comme si la mer me prend, me soulève et me pose sur la plage et je me retrouve à marcher. Je suis même pas, juste je marche, je descends je descends et je marche sur la plage. Au moment où je marche, je suis là. Oh waouh, je crois que la vie vient de m'offrir un cadeau. La mer m'a offert un cadeau. D'au revoir. Le cadeau de sentir avec cette puissance, c'était vraiment puissant. De sentir dans le corps l'alliance avec le vivant. Parce que dans ces moments-là, on peut avoir le sentiment que là, c'est réel, vraiment réel. Que ce qu'on peut vivre dans nos vies quotidiennes en comparaison de moments comme ça peut paraître bien un peu de genre du psychodramatico, lalala, blablabla, on fait un peu de bruit, ça bouge un peu, il se passe des machins, ça occupe. Mais quand on vit des moments comme ça, là on est dans le réel. C'est retrouver la mémoire. C'est quoi le réel? C'est quoi le vivant? C'est quoi ce monde magique? Et nous, se rappeler, ça c'est une bibliothèque vivante. Nous avons tous les codes à l'intérieur de nous. Pour vivre cette puissance magique. Nous démarrons donc l'onde enchantée du voyageur du ciel qui nous invite à ça, rentrer dans notre monde intérieur pour redécouvrir ces codes, ou les révéler, faire confiance à ce corps, lui laisser les manettes. Souvent ici ça blablate, mais là ça sait, on est une bibliothèque. Et plus que jamais, c'est maintenant. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Quand on voit tout ce qui se passe dans ce monde, cette liberté-là, personne ne peut nous l'enlever. Alors je me propose de faire un mini fond rock dans mon jardin. Dimanche, en guerrier auto-existant, et puis probablement d'autres. Parce qu'on a vraiment besoin de s'entraider et retrouver la confiance, retrouver cette magie, réouvrir en grand, l'espace du grand rêve, la grande danse cosmique, notre nature véritable. Et comment on pourrait dire, se contaminer. Voilà, ça serait le virus de la magie naturelle du vivant. Se contaminer de ce virus-là. Et du cœur, de la foi, de l'unité. Et pour célébrer ça, je vais rendre hommage à un chaman guerrier, le grand Geronimo. Je vais vous lire un passage de Pleurs Geronimo. Watch me on the mountain.
c'est le titre original. Cherche-moi sur la montagne. Et avant de vous le lire, un petit bout de poème. L'Indien là-haut sur la montagne contemple les derniers soubresauts d'un monde qui marche à l'envers. Moi, à côté de lui, depuis le lieu du rêve, j'écoute l'aube et sa promesse. À cœur vaillant, rien d'impossible à rappeler l'enfant dans son sommeil confiant. Alors, je laisse la vision d'hier et de demain m'emplir entière, jusqu'à sentir que oui, je peux soulever la montagne. Elle est là, elle nous attend. Depuis toujours, elle attend nos miracles. Ô vous tous, amoureux et voyageurs de l'infini, puissions-nous être ceux par qui la promesse se fait étreinte. Et maintenant, place à Geronimo. Installez-vous confortablement dans vos fauteuils. Je vous fais une lecture. In Lak'ech. Donc ça se passe sur un plateau, 600 tuniques bleues, il fait nuit noire, ils ont mis des feux tout autour, ils ont allumé des feux pour vraiment piéger ces Apaches. Et au milieu de ce plateau, il fait nuit noire, on ne voit rien. Et donc il y a nos 4 guerriers Apaches qui sont là. Et celui qui commande les troupes des soldats en tunique bleue s'appelle le général Treviso. Geronimo s'éloigna des 3 guerriers et il rampa jusqu'à la limite de l'obscurité. Il s'assit les jambes croisées et le dos tourné au groupe, les yeux au-dessus des feux. Il regardait le ciel. Le général Treviso le nota dans son rapport. La manœuvre d'encerclement avait pris les Apaches au piège. Des équipes travaillaient et alimentaient les feux. Les soldats chantaient pour passer la nuit. Ils chantaient le Decuela, rappelant à leurs ennemis qu'ils mourraient au matin. L'air était lourd, il n'y avait pas de vent, même pas une petite brise. À un moment donné, alors que les soldats chantaient toujours, un nouveau son s'éleva, très loin, sourd, faible, une lamentation au-dessus du chant des soldats. Pendant un moment, les soldats ne le remarquèrent pas. Le général Treviso nota que pendant un instant, il avait pensé que le son n'était que dans son esprit, qu'il n'était pas physique. Puis le son persista, s'éleva, et la voix des soldats s'éteignit, mourut, et bientôt, seuls les craquements des feux et la faible lamentation vinrent à leurs oreilles. Le général Treviso nota que l'air devenait oppressant, menaçant, sinistre. Les mots que choisit le général sont révélateurs. Menaçant, sinistre, oppressant, décrivent des humeurs, des émotions. Ces mots ne peuvent qualifier qu'une vie perceptible, pas une matière inerte. L'homme s'était pris de sciences physiques, utile au progrès matériel de l'homme blanc, mais étrangère au progrès de la grande force spirituelle. Comme un enfant qui joue avec des cubes, les empilant toujours plus haut, l'homme frustré pleure quand son matérialisme s'écroule. Il a appris à disséquer, à peser et à mesurer le monde physique. Il sait que l'air qui entoure la Terre pèse 6 millions de milliards de tonnes, qu'il est composé de 78% d'azote et de 21% d'oxygène et de quelques composants moins importants. Il sait que l'air chauffé se dilate et s'élève, que l'air plus froid descend, que l'air recueille la vapeur d'eau, la condense et transporte la pluie autour de la Terre, que rien sur la Terre ne peut vivre sans air ou sans son mouvement. En transportant le pollen et les spores, l'air féconde les plantes avec la vie, descend au plus profond de la terre pour fournir l'oxygène aux racines de toutes les plantes et au plus profond des eaux pour donner la vie à ses habitants. L'homme sait, avec une certitude scientifique, que l'air, en tant qu'agent d'oxydation, libérant la chaleur et l'énergie, produit la vie, sans qui rien ne pourrait exister. Mais l'homme ne peut pas contrôler cela. Alors, avec l'arrogance de la puissance de son esprit sur la matière, il le rejette comme un phénomène naturel dépourvu de motivation spirituelle. Quand il ne peut dominer ou quand il choisit de ne pas comprendre le monde, il ne fait qu'interpréter les qualités matérielles. Il rejette tout le reste. Les Apaches ne font pas ainsi.
Depuis des siècles, les Apaches dépendent de la volonté de l'esprit pour survivre. Ils se considèrent non comme les maîtres, mais comme une part de tout ce qui les entoure. Et ils n'ont aucun sentiment d'arrogance envers toute chose à qui ils attribuent la même volonté et le même esprit qu'à eux-mêmes. Ils ont observé que toutes les choses ont la vie, et par conséquent un but. En levant les mains, ils ont attrapé du pollen dans le vent et ont étudié son voyage vers les plantes qui attendent avidement la propagation de leur vie. Ils ont vu que le vent apportait la pluie et qu'il la répartissait entre les parties de la vie pour leurs besoins. S'il n'est pas celui qui crée la vie, le vent est celui qui la conduit, comme l'était l'homme. Par conséquent, le vent a un but, donc un esprit. Pour les Apaches, les humeurs du vent étaient réelles, non poétiques. Sinistres, impétueux, tendres, consolants, violents, frais, vieux, affectueux, autant d'expressions de leur propre disposition d'esprit. Cette nuit-là, le général Trevino nota les effets du vent. Nana, Chocolé et Fun racontèrent comment il se leva. La lamentation faible et sourde que Treviso et les soldats avaient entendue, c'était Geronimo. Tout d'abord, il s'assit les jambes croisées, face au sud, les bras posés devant lui. Il entonna un chant vigoureux. Il se tourna ensuite vers l'ouest en continuant à chanter, puis vers le nord et vers l'est. Le ton s'éleva, et quand l'intensité du son atteignit le seuil le plus élevé pour l'oreille humaine, il se brisa en notes saccadées. Passant au-delà du seuil, là où l'oreille humaine ne peut plus entendre, il devint des vibrations dans l'air, tout d'abord pesantes, puis en accord avec un rythme et une harmonie. C'était le chant de vie de Geronimo, une supplique à la vie, comme celle de l'herbe aux ânes, du pignon ou du cactus. Chocolé, Nana et Fun, qui étaient allongés dans le cercle d'obscurité, sentirent les vibrations croître en intensité. Fun raconta plus tard qu'alors qu'il était allongé et qu'il écoutait, il sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Chocolé et Nana parlèrent des picotements de leur peau, d'une grande attente qui fondit sur eux, d'une espérance. Puis, là où les feux éclairaient le plateau, ils virent le premier petit tourbillon de poussière. Il se leva en dansant devant un feu, puis se déplaça sans ordre à travers le plateau. Il rejoignit un autre tourbillon plus grand. Ces deux minuscules cyclones s'assemblèrent et unirent leurs forces. Maintenant, tout autour du cercle de lumière, d'autres petits tourbillons s'élevaient du sol, s'absorbaient, réunissaient leurs forces, jusqu'à ce que des douzaines, en dansant et en se fondant les uns aux autres, deviennent moins nombreux et plus grands. Les douzaines de tourbillons de poussière ne dépassant pas le genou, coururent vers les plus importants, et en s'assemblant devinrent plus haut qu'un homme, encore plus haut. Ils n'étaient plus faits de poussière. En accroissant leur force, ils soulevaient le sable du plateau. De ces milliards de grains de sable crissant les uns contre les autres, fouettés par la force du vent, sortit un son. Bas et sinistre dans sa monotonie, il s'éleva plus haut qu'un alto. Et quand les tourbillons s'unissaient devant leurs gueules ouvertes vers le ciel, l'alto se transformait en cri de soprano. Les tourbillons étaient si grands maintenant, leur force tellement puissante, que tout le sable dansait, un mur en mouvement dans l'air. Le cri de ténor monta plus haut, sauvage, hystérique. Imperceptiblement, le son s'attribua une profondeur, une personnalité, une humeur. Le mouvement du vent devint férocité, une férocité de folie. Et dans cette tempête, soulevée par le vent, les 4 amis guerriers Apaches se protègent le visage et rampent en passant au milieu des soldats. Quand les premiers rayons de l'aube touchèrent le ciel, immenses et bleuissants sur les plaines de Sonora au-dessous d'eux, ils étaient à 3000 pieds de haut dans la Sierra Madre, sur le sommet d'une étroite montagne. Geronimo arrêta les chevaux et, regardant en bas avec ses jumelles, il grogna de plaisir. Il les passa aux autres en ricanant. Au-dessous, ils purent voir des escouades de soldats à cheval pourchassant d'autres chevaux qui s'étaient enfuis dans la tempête. L'air était calme, clair et merveilleusement frais. Le soleil scintillait sur le minuscule plateau où ils avaient été pris au piège la nuit précédente. Autour, de petites traînées de fumée indiquaient les endroits
où les feux avaient brûlé avant d'être éteints par la tempête. L'art du chaman guerrier. Et nous dans tout ça. N'est-ce pas le moment de retrouver l'alliance avec le vivant? Tous, nous pouvons la sentir, la reconnaître. Pour ça, il faut s'ouvrir l'esprit et regarder plus haut, regarder plus grand, regarder là, regarder au-delà. Notre civilisation nous a fait croire que nous sommes que matière, que la mort physique est épouvantable puisque derrière il n'y a rien avec la destruction du corps. Elle nie l'existence de l'âme et de l'esprit. Elle nie l'existence d'un but, de l'intelligence du vivant, de cette immense alliance. Mais là, on change de civilisation. Cientos de miles, poco a poco, somos millones.